Voici comment Nicolas Sarkozy a fait éliminer Kadhafi à son arrivée au pouvoir. Sarkozy, un nom qui résonnait autrefois avec les promesses d'une France revitalisée, pleine d'espoir et de renouveau. Son ascension à la présidence en 2007 fut fulgurante, alimentée par le charisme, l'ambition et une vision claire pour l'avenir de la France. Sarkozy, fils d'un immigrant hongrois, s'était hissé au sommet de la politique française, un parcours inspirant pour beaucoup. Il incarnait les aspirations d'une nation avide de changement, promettant des réformes audacieuses et une nouvelle direction. Mais sous la surface de cette ascension météorique, une histoire plus sombre se tramait, une histoire de pouvoir et de secret, une histoire de pouvoir, de cupidité et une toile d'intrigue qui allait piéger Sarkozy et ébranler les fondements même de la République française, laissant des cicatrices profondes. La carrière politique de Sarkozy avait été marquée à la fois par le triomphe et la controverse, un mélange explosif. Son mandat de ministre de l'Intérieur fut ponctué d'émeutes et de troubles sociaux, testant sa capacité à maintenir l'ordre. Pourtant, il a habilement navigué dans ces eaux tumultueuses, s'imposant comme un leader fort et décisif, gagnant le respect de certains et la crainte d'autres. Cette image de force a résonné auprès des électeurs, le propulsant à la victoire lors des élections présidentielles de 2007, un moment historique. Son discours de victoire fut un chef-d'œuvre de rhétorique politique, promettant une nouvelle ère de prospérité et de sécurité pour la France, une promesse qui allait être mise à l'épreuve. Mais alors même que Sarkozy se prélassait dans l'adulation de ses partisans, des murmures de scandale commencèrent à circuler, menaçant de ternir son image. Des rumeurs de financement illicite de campagne tourbillonnaient dans les couloirs du pouvoir, créant une atmosphère de suspicion. Ces murmures, d'abord rejetés comme les rancœurs de rivaux politiques, allèrent bientôt se transformer en un rugissement assourdissant, menaçant d'engloutir Sarkozy et son héritage, et de changer à jamais le paysage politique français. Au cœur du scandale se trouvait un nom qui allait devenir synonyme de corruption et de tyrannie. Mouammar Kadhafi. Le dictateur libyen, connu pour son règne de fer et sa répression brutale de la dissidence, était un bienfaiteur improbable pour une étoile montante de la démocratie occidentale. Son influence s'étendait bien au-delà des frontières de la Libye, touchant même les plus hauts échelons de la politique européenne. Pourtant, des rumeurs persistaient d'un pacte secret entre les deux hommes, un accord conclu dans l'ombre qui aurait de profondes conséquences pour les deux. Ce pacte, s'il existait, aurait été scellé dans le plus grand secret, loin des regards indiscrets. Les allégations étaient stupéfiantes. Sarkozy était accusé d'avoir accepté 50 millions d'euros de Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Une somme colossale qui aurait pu influencer de manière significative le résultat de l'élection. Il ne s'agissait pas d'une simple contribution à la campagne. C'était une tentative effrontée d'acheter de l'influence au plus haut niveau du gouvernement français. Les implications étaient effrayantes, remettant en question l'intégrité même de la démocratie française. La présidence française avait-elle été achetée et payée par un dictateur brutal? Cette question troublante hantait l'esprit de nombreux citoyens et observateurs politiques. Les preuves, bien que circonstancielles, étaient convaincantes. Des documents, des témoignages et des enregistrements semblaient tous pointer vers une vérité inquiétante. Un document des services secrets libyens, jugé authentique par la suite par les enquêteurs français, suggérait la volonté de Kadhafi de financer la campagne de Sarkozy. Ce document était une pièce maîtresse dans l'enquête. Ce document, une preuve irréfutable cachée à la vue de tous, allait devenir une pièce maîtresse dans l'enquête de plusieurs années qui suivit. Il révélait des détails troublants sur les transactions financières entre les deux hommes. Sarkozy, pour sa part, a nié avec véhémence les allégations. Il a maintenu son innocence tout au long de l'enquête. Il a rejeté le document libyen comme un faux, une tentative désespérée de ses ennemis de le discréditer. Selon lui, tout cela n'était qu'une machination politique. Mais plus il protestait, plus les allégations s'enracinaient. Les médias et le public étaient de plus en plus sceptiques. Le spectre de l'argent de Kadhafi planait sur la présidence de Sarkozy, jetant une ombre sur chacun de ses gestes. Cette affaire allait marquer à jamais son mandat et son héritage politique.
La chute de Mouammar Kadhafi en 2011 a ouvert une boîte de Pandore de secrets, révélant des vérités cachées depuis longtemps. Alors que le régime du dictateur libyen s'effondrait, le mur du silence entourant ses relations avec l'Occident s'est également effondré, dévoilant des alliances et des transactions obscures. Parmi les révélations qui ont dégringolé, se trouvaient des allégations explosives concernant le soutien financier de Kadhafi à Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Des témoins ont émergé de l'ombre, affirmant avoir une connaissance directe des paiements illicites, des réunions secrètes et des accords clandestins, ajoutant une couche de mystère et de danger. Un nom, en particulier, a envoyé des ondes de choc à travers l'establishment politique français. Ziad Takieddine, un homme d'affaires controversé. Homme d'affaires trouble ayant des liens étroits avec Sarkozy et Kadhafi, Takieddine a affirmé avoir personnellement livré des valises remplies d'argent de Tripoli à Paris, une affirmation qui a secoué la scène politique. Son témoignage, s'il était vrai, était explosif, promettant de bouleverser les fondations mêmes de la politique française. Il fournissait un lien direct entre l'argent de Kadhafi et le cercle restreint de Sarkozy, une connexion qui, si prouvée, pourrait avoir des répercussions énormes. La mort suspecte de Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole de Kadhafi, a ajouté de l'huile sur le feu, intensifiant les spéculations. Ghanem, qui avait fait défection du régime pendant le soulèvement libyen, a été retrouvé mort dans le Danube en 2012. Une fin tragique et mystérieuse. Sa mort, considérée comme un suicide par les autorités autrichiennes, a suscité des interrogations dans le monde entier, alimentant les théories du complot. Ghanem, selon la rumeur, avait tenu un journal détaillé documentant les transactions financières de Kadhafi, y compris les paiements présumés à Sarkozy, un document potentiellement explosif. Sa mort, que ce soit de sa propre main ou de celle d'autrui, a réduit au silence un témoin clé et a approfondi le mystère entourant les liens présumés de Sarkozy avec le dictateur libyen, laissant de nombreuses questions sans réponse. Au fur et à mesure que le scandale se déroulait, un sentiment d'inévitabilité s'est installé sur la France. Les accusations contre Sarkozy étaient trop nombreuses, trop détaillées, trop explosives pour être ignorées. La justice française, connue pour son indépendance et sa rigueur, a lancé une série d'enquêtes sur les transactions financières de Sarkozy. L'étau se resserrait. En 2013, Sarkozy a été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de fonds publics libyens. C'était une chute vertigineuse pour un homme qui avait autrefois occupé les plus hautes fonctions du pays. Sarkozy, désormais dépouillé de son immunité présidentielle, faisait face à la perspective d'un long procès et d'une éventuelle peine de prison. Les enquêtes ont été vastes et méticuleuses. Les dossiers financiers ont été examinés. Les appels téléphoniques ont été mis sur écoute. Des témoins ont été interrogés et réinterrogés. La pression montait de jour en jour. Sarkozy, cependant, est resté provoquant. Il a clamé son innocence, dénonçant les enquêtes comme une chasse aux sorcières à motivation politique. Ses partisans se sont ralliés à sa défense, accusant la justice de partialité et d'excès de pouvoir. Mais les rouages de la justice, une fois mis en marche, n'étaient pas faciles à arrêter. La scène était prête pour une bataille juridique qui allait captiver la France et mettre à l'épreuve les fondements mêmes de sa démocratie. Dans le calme de la nuit, un silence glacial enveloppait le Danube. Le fleuve, habituellement animé, murmurait désormais les secrets d'un passé tragique. Alors que le clair de lune dansait à la surface de l'eau, les ombres de l'histoire émergeaient, racontant des histoires de perte et de chagrin. Ce n'était pas n'importe quel fleuve, c'était un témoin silencieux d'innombrables histoires, certaines belles, d'autres déchirantes. Ce soir, nous plongeons dans l'une de ces histoires, un récit de mort sur le Danube. Dans le silence du tribunal, le marteau du juge s'abat, signalant le début d'un procès qui allait captiver la nation. Le poids de la justice est lourd dans l'air, alors que tous les regards se tournent vers l'accusé. Le procès, surnommé « le procès du siècle », se déroule avec des témoignages dramatiques et des révélations choquantes. Chaque témoin apporte un nouveau rebondissement,
brossant un tableau complexe de trahison et d'intrigue. L'accusation et la défense s'affrontent sans relâche, chaque partie déterminée à influencer le jury. Au fur et à mesure que le procès progresse, une toile de tromperie se dévoile. Des motifs cachés et des alliances secrètes sont mis au jour, jetant le doute sur tout ce qui était auparavant cru. La salle d'audience bourdonne de tension, alors que la vérité devient de plus en plus insaisissable. Finalement, le verdict est rendu, laissant un héritage à jamais terni. La figure autrefois respectée au centre du procès est désormais confrontée à un avenir enveloppé de déshonneur et d'infamie. Les échos du procès persisteront, un rappel brutal de la chute.